Non par effet de réchauffement climatique, on entre progressivement dans les sujets qui brûlent avec une sommité de la science et de la médecine. Restez branchés. En qualité de membre de la profession médicale, je prends l'engagement solennel de consacrer ma vie au service de l'humanité. J'exercerai ma profession avec conscience et dignité, dans le respect des bonnes pratiques médicales. Je perpétuerai l'honneur et les nobles traditions de la profession médicale. Je témoignerai à mes professeurs, mes collègues, mes étudiants le respect, la reconnaissance qui leur sont dus. Les étoiles sont éclairées pour que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Une étoile en particulier brille dans le ciel de la réanimation entre les articles, les meetings, les formations, les congrès, toujours présente en pole position. On dit souvent qu'elle est ambassadrice pour la réanimation tunisienne, spécialiste en réanimation, diplômée en échocardiographie, en ventilation mécanique, double diplôme français en soins intensifs, professeur en soins intensifs et réanimation, actuellement à l'hôpital Robert Debré, à Reims, en France, éditeur associé dans le journal Critical Care. Professeur Olfa Hamzaoui, quel plaisir et honneur. Merci beaucoup Iheb pour cette présentation. Le plaisir, il est partagé, professeur. Entamons donc notre premier petit chapitre de la discussion. Vous étiez d'abord en Tunisie. Vous avez suivi une part de votre formation ici. Et parlez-nous de votre carrière, votre voyage intensif. Alors, c'est une longue histoire, c'est vrai. Alors, tout a commencé en Tunisie, hein, comme vous d'ailleurs. Je suis tombée amoureuse de la réanimation très tôt. J'étais encore jeune interne. C'était mon premier stage d'internat, le vrai internat tunisien. Je ne parle pas de l'internat français. Et je suis passée dans un service de réanimation médicale à l'hôpital Farhat Hached, Sousa. Et c'est là où j'ai attrapé le virus de la réanimation et surtout la réanimation médicale. Et depuis ce jour, j'ai dit je vais avoir le concours de résidana pour être réanimatrice médicale. Et donc, j'ai travaillé très dur, comme vous tous et toutes d'ailleurs. J'ai eu le résidana et j'ai réalisé mon rêve parce que j'étais effectivement dans le service de réanimation médicale à Farhat Hached de Sousse avec le professeur Slah Bouchoucha qui m'a beaucoup encadré, m'a beaucoup donné cet amour et cette passion que j'ai pour la réanimation, pour le malade, pour la clinique, mais pas que. La rigueur aussi scientifique et puis l'ambition. Il m'a aussi guidée sur voilà ce parcours, lui et puis d'autres, parce que en Tunisie, j'étais quand même encadrée par une équipe formidable. Alors, il y avait professeur Belri Makhlouf, qui était d'ailleurs mon directeur de thèse, qui m'a beaucoup aidée dans cette démarche, et puis professeur Fikri Abrouk, qui n'a pas cessé de m'encourager et puis qui m'a donné un peu, on va dire, qui m'a inspirée et puis surtout donné un peu le chemin à suivre en me disant qu'effectivement, il faut que tu choisisses un parcours, une expertise, une spécialité. Alors moi, j'avais dit que je voulais faire de l'hémodynamique et donc il m'a aidé à trouver un stage et partir en France pour faire de la réanimation médicale, mais pas que, surtout se spécialiser en hémodynamique et tout ce qui est cardiovasculaire. Donc le primo movens, c'est toujours de l'inspiration, de la passion et de l'amour. En parlant de ça exactement, voyant votre présence dans les journaux scientifiques à l'échelle locale et internationale, vous avez toujours aimé la recherche médicale. Est-ce vrai? Et quelles sont vos inspirations? Alors, oui. Alors, ça a commencé au début parce que d'abord, j'ai commencé bien évidemment par la passion de la réanimation en elle-même, la réanimation médicale. Et puis, finalement, quand j'ai commencé un petit peu à assister à des conférences, il y avait le congrès francophone qui se passait aussi il y a déjà des années. Ça n'a pas attendu que je sois maintenant à la CERALEF pour que ça ait lieu, et heureusement. Et donc, on était très privilégiés d'avoir aussi des grands conférenciers qui venaient jusque-là, et je regardais les travaux en disant
qu'il fallait aussi que je suive un peu cette voie. Bien évidemment, on avait aussi des équipes qui publient en Tunisie, qui portaient le drapeau tunisien assez haut, et je parle de l'équipe d'abord de Monastir, hein, qui était assez reconnue, on va dire, internationalement. Et donc tout ça m'a inspiré, m'a donné beaucoup de goût à faire de la recherche médicale. Et je suis partie en France en disant, il faut que je fasse de la recherche médicale, il faut que je m'initie à la recherche médicale. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai négocié dès que je suis arrivée. J'ai fait une année où j'ai fait interne, faisant fonction d'interne, ce qu'on appelle FFI. Mais j'ai commencé tout de suite. Alors j'ai exprimé mon souhait de faire de la recherche clinique. Donc ils m'ont mis déjà à Bicêtre, à l'hôpital de Bicêtre, donc la réanimation où il y a beaucoup d'hémodynamique, on l'appelle le temple de l'hémodynamique en France, et donc ils m'ont dit bon bah alors si tu veux commencer, bah pourquoi pas, on a une petite étude si tu veux. Oui, je veux bien. Et la deuxième année, bah, j'étais FFI, mais je faisais que de la recherche clinique pendant une année. Je faisais des gardes et puis c'est tout. Et le reste, j'étais dans un bureau à faire de la recherche clinique. La troisième année, j'ai fait assistante mi-temps en réanimation à Saint-Joseph et mi-temps de recherche clinique avec l'équipe toujours de Bicêtre. Donc voilà, je suis partie avec un objectif et j'ai pu le réaliser grâce à, bien évidemment, à beaucoup de gens qui m'ont poussé de l'intérieur de la Tunisie et des gens qui m'ont accueilli là-bas et qui m'ont aidé à réaliser ce rêve. Donc, ça commence toujours par un rêve et ça demande un long voyage pour parcourir ce cursus et cette formation. Étant aussi présente en Tunisie qu'en France, vous avez créé des liens. Certains vous considèrent en tant qu'ambassadrice de la réanimation tunisienne. Est-ce vrai et à quel degré cette coopération elle crée une sorte de fonction d'ambassadrice de la réanimation? Alors, je sais pas, c'est vous qui le dites, mais moi, je peux pas le dire. Mais en fait, il faut savoir, mais peut-être parce que vous êtes très jeune, mais en fait, ce lien, il est très ancien. Ce lien entre la réanimation française et la réanimation tunisienne. Et donc, ça n'a pas attendu que je sois là pour être une ambassadrice de la réanimation tunisienne, parce que, je vous parlais de Sléh Bouchoucha, qui a passé des années à Tenon, professeur Abrouk qui était à Créteil, docteur Belrit qui était à Cochin, ils étaient tous passés, Mohamed Bespès, qui était aussi à Créteil, Amen Allah Al-Messaadi, qui était à Créteil. Donc, Créteil, c'était le temple et puis le début de la réanimation médicale en France, quasi. Alors, il y a aussi l'école Gibert de l'autre côté, mais en fait, en tout cas, Créteil, il fallait y passer. Et donc, tous mes maîtres, ils sont passés par là. Et donc, c'est là où on a commencé, c'était eux les premiers ambassadeurs de la réanimation tunisienne. Et je pense, et pas je pense, mais je suis certaine que c'est grâce à eux qu'on a été bien accueillis, et qu'ils ont fait confiance, en tout cas les Français, à prendre des résidents et des résidentes, à les encadrer, à les former, parce que d'abord, ils connaissent nos maîtres, ils connaissent le niveau de la réanimation tunisienne grâce à eux, avant moi, et puis voilà, ils nous ont fait confiance parce que nos maîtres, ils ont dit que voilà, en fait, nous on avait formé ces personnes-là, donc vous n'avez rien à craindre et faites-leur confiance, et c'est pour ça. Donc alors, est-ce que je suis l'ambassadeur de la réanimation? Je ne suis pas la seule. Il y en a des gens qui l'ont porté avant moi. Alors, maintenant, j'ai une double casquette, c'est vrai. Alors, je suis partie je suis un produit de l'école tunisienne publique, et puis de la faculté de médecine de Sousse, et puis après de la réanimation tunisienne. Donc, je suis un produit, on va dire, à 90% quand même tunisien. Et c'est vrai que le 10% de la partie recherche et puis la carrière universitaire, c'est réalisé en France, qui est bien sûr un rêve qui était incroyable et que j'ai pu réaliser avec beaucoup d'aide, beaucoup de travail. Voilà, mais voilà, je suis contente que je sois l'ambassadrice, mais sachez que je suis pas la seule et je suis pas la première.
En fait, c'est une transition parfaite à notre deuxième chapitre, parlant de la réanimation tunisienne. À chaque congrès de la SRLF en particulier, on dirait que la majorité, si j'ose dire, des travaux internationaux viennent peut-être de la Tunisie. Donc la Tunisie, elle est présente avec ses travaux à la SRLF, aux différents congrès. À quel point vous jugez nécessaire d'initier les jeunes réanimateurs, les jeunes en formation à la recherche scientifique et à la recherche clinique en particulier? Alors moi, bien sûr, je dirais, alors c'est peut-être plus la mentalité pour tout le monde, mais en fait, ça c'est encore la mentalité tunisienne et heureusement, mais parce que en France, par exemple, les jeunes, ils se positionnent assez rapidement en disant, moi, je vais faire de la recherche ou moi, je veux être réanimateur clinicien et je veux pas faire de la recherche. Les deux sont défendables, les deux sont très bien et on a besoin des deux, en tout cas. Moi, je vais défendre la recherche clinique parce que j'aime cette partie-là et c'est pour ça que je pense que c'est important qu'il y ait des gens, alors je dis pas que tout le monde doit faire ça, mais en tout cas ceux qui sont passionnés, qui ont cette volonté de le faire, il faut pas se décourager, il faut essayer, en tout cas surtout de beaucoup travailler, de bien s'entourer, d'avoir les bases et d'essayer aussi d'écouter les anciens parce que je pense qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, notamment en matière de recherche parce que l'hypothèse, comment réaliser, comment faire, où il faut présenter et comment écrire, il faut que quelqu'un, en tout cas il faut un mentor, comme tout le monde, et quelqu'un vous tienne la main pour y aller. Moi j'encouragerais bien évidemment tous ceux et celles qui rêvent de faire de la recherche clinique de vraiment s'accrocher pour le faire, mais c'est un travail qui est pas facile. Il n'est pas facile. Il faut savoir que c'est vrai que moi j'ai commencé à le faire en France, mais je l'ai fait aussi un peu en Tunisie quand je suis retournée entre-temps pour être assistante à l'Ariana pendant 3 ans. C'est pas facile parce que il te faut beaucoup de temps en dehors de temps de clinique, avec beaucoup de volonté. Les manipulations, moi quand j'ai commencé, en tout cas j'étais interne en France, à Bicêtre, je faisais moi-même mes manips, mais personne ne le faisait. J'entrais mes données moi-même dans les bases de données, j'ai appris à faire mes premiers stats, personne n'a fait pour moi et j'ai écrit mes premiers papiers toute seule. Alors j'ai été corrigée, bien sûr, mais j'ai fait tout pour montrer que je veux faire et je sais peut-être faire, mais voilà, aidez-moi à réaliser ça. Si on ne fait pas et si on attend, eh ben non, il me faut un méthodologiste, il me faut quelqu'un qui rentre les données, il me faut que quelqu'un me fasse les manips. Eh ben ça se fait pas comme ça. Donc, comme vous le dites, la médecine, c'est un message perpétuel, c'est un encadrement perpétuel. Dans votre carrière, vous avez pu palper la réanimation en Tunisie, aussi qu'en France. Que peut-on, selon vous, améliorer dans notre formation pour les jeunes en réanimation médicale, exactement? Je pense qu'on a une bonne formation, une très très bonne formation. On a les bases, on a cette relation effectivement avec la réanimation de langue française et donc on a quand même pas mal de choses qui sont transmises. Moi, ce qui nous a manqué, en tout cas à mon époque, mais je sais pas maintenant comment ça se passe, mais je pense que ça s'est nettement amélioré. Mais on n'était pas nombreux non plus quand j'étais résidente. Mais cette formation théorique qui n'était pas très présente. Et je pense que ça il faut avoir cette formation théorique. Il faut aussi avoir de l'encadrement avec de la formation pratique. En simulation si on peut, mais aussi au lit du malade. Ça, c'est sûr. Et donc, je pense que effectivement beaucoup d'encadrement, beaucoup de la théorie, mais aussi de l'encadrement pour la pratique. C'est ça qui va bien évidemment nous perfectionner encore plus. Et aussi beaucoup, alors je pense, mais ça c'est un travail personnel, que tout le monde doit le faire, mais je le dis même à mes internes et mes chefs de clinique qui sont en France, il y a de la formation autonome que personne ne peut faire pour vous, lire les articles, être au courant de ce qui se passe, faire sa propre bibliographie, et puis voilà, se lancer dans cette
dynamique de lecture, de curiosité. Et puis, c'est ça aussi qui va vous donner un peu des idées pour vos futurs projets de recherche. Et ça, c'est un travail vraiment très autonome et très personnel qu'il faut que tous les jeunes le fassent. Merci beaucoup. C'est des conseils qui sont précieux et on va les retenir. Vous êtes très bien placé pour juger de la chose suivante. Comment peut-on renforcer la coopération entre sociétés savantes, entre SRLF, ATR, selon vous? Comment peut-on améliorer cet univers qui fusionne dans des meetings comme celui-là? Alors, peut-être aussi parce que vous êtes encore assez jeune, mais en fait, les relations, elles étaient excellentes entre l'ATR et l'ASF. Ça a toujours été. D'ailleurs, il y avait quasi pas d'autres congrès francophones en Afrique du Nord, à part en Tunisie, si je dis les choses, parce que je pense qu'il n'y en avait pas, en tout cas ailleurs en Afrique du Nord. Donc, il y avait pas mal de choses. Après, il y a un travail, je pense, à faire effectivement de la CRLF, à améliorer la communication avec les réanimateurs et les réanimatrices tunisiennes au sein de l'Association tunisienne de réanimation pour essayer en fait, identifier les besoins de la réanimation tunisienne et travailler sur ça. Alors, soit les besoins en matière de formation, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, parce que maintenant, on a tout ce qui est digital, où on peut se mettre, il y a des webinaires qu'on peut diffuser largement à tous les jeunes, qui peuvent être en replay, donc que tout le monde puisse, voilà, exactement, déjà sans être en déplacement et puis dépenser beaucoup d'argent. Il y a aussi des manifestations comme on a fait ça. Il y a aussi un travail à faire avec la CRLF peut-être, mais c'est en train d'être négocié sur l'accessibilité des congrès et des manifestations à la CRLF pour essayer d'aligner un peu les prix pour les Tunisiens et les Tunisiennes. Ça, donc, je pense que c'est effectivement un travail qu'on doit tous faire, en tout cas moi du côté SRLF, et puis essayer d'identifier avec les gens de l'ATR les besoins, et c'est ce qu'on a commencé à faire avec Jalila. Donc la formation, l'enseignement, et puis bien évidemment la SRLF a initié, alors il y en avait avant, on faisait aussi des sessions pendant le congrès communes avec quelques sociétés savantes. Avant c'était une société voilà, amie, il y en a une année, on a eu l'ATR comme invité au congrès de la CRLF. Nous, on avait changé un peu de politique à la CRLF et on fait plusieurs sociétés partenaires, notamment de disciplines médicales françaises. Mais on a commencé à initier des sessions communes avec des sociétés, par exemple la société de l'Afrique subsaharienne de réanimation, d'anesthésie et réanimation de l'Afrique subsaharienne. Et de la même façon, on est en train de créer une session pour la francophonie, surtout, on va dire, dans le sud de la Méditerranée et l'Afrique du Nord, avec nos collègues marocains. Et le but, c'est de pérenniser ce type de session pour impliquer les réanimateurs et réanimatrices tunisiennes dans le congrès de la CRLF, alors qu'ils sont déjà impliqués. Et ça va bien évidemment motiver les jeunes, parce qu'ils voient leur patron qui sont invités, qui vont parler dans ces congrès-là, et donc ça leur sert comme rôle modèle en disant, eh ben, si eux et elles, ils ont été invités, moi aussi j'y serai un jour, et ça motive aussi beaucoup à progresser dans tous les domaines. Dans votre discours, vous avez mis le point sur un mot, communication, communiquer. On va aborder un petit peu et mettre l'accent sur ce concept-là de communication en médecine. Ce qui dit professeur Olfa Hamzaoui dit communication de crise, dit interview marquante à la télévision en temps de pandémie. À quel point c'est indispensable d'être un bon communicateur en tant que médecin, en tant que réanimateur?
Alors, ça dépend du type de communication. Alors, la communication de crise, c'était pas au moment du Covid, c'était pas un choix parce que voilà, c'était le Covid et puis il fallait. Puis en fait, je parlais à la télé parce que j'étais la porte-parole du Conseil national des professionnels de réanimation, le CNP, de réanimation médicale, le CNP-MIR. Et on avait un message à porter, notamment au gouvernement, c'est l'augmentation de nombre d'internes, l'équivalent de résidents ici, qui est très peu pour la réanimation médicale en France. Et donc, il a fallu, en tout cas, j'étais désignée porte-parole, il a fallu que j'apprenne sur le tas comment faire. Et donc, voilà, j'étais devant le fait accompli, et puis j'ai parlé, et puis voilà, c'est comme ça. Alors, est-ce qu'il faut être un bon communicant comme ça dans la vie? Est-ce que c'est un critère qu'on doit avoir quand on est réanimateur? Moi, je dis que oui, mais pas forcément pour les télés, parce que je pense que ça va pas nous arriver. Voilà, peut-être s'il y a une grande crise, que j'espère pas, mais ça va pas nous arriver tous les 4 matins. Par contre, d'être un bon communicant, c'est une qualité que le réanimateur doit avoir. Pourquoi? Parce qu'on communique avec des familles, on communique avec des patients, on communique avec des ministères aussi pour avoir des ressources humaines, pour améliorer la qualité de vie de notre personnel. On communique avec l'administration et donc, en tout cas, on doit apprendre cette communication, pas forcément donc à la télé, mais voilà, on a plusieurs formes de communication et un réanimateur doit être un bon communicant. Il y a une autre chose aussi qu'on a appris pendant la crise, mais même avant, c'est aussi de parler de la réanimation. La réanimation qui n'est pas connue comme discipline au grand public. Et ça aussi, je pense que c'est grâce à vous, en tout cas les jeunes, vous avez quand même pas mal d'outils et puis vous les maîtrisez très bien. Et je pense que c'est bien aussi de sensibiliser le grand public parce que le grand public, ça peut aussi faire pression sur les décideurs et on peut avoir plus de moyens en Tunisie comme en France et ça passe comme ça. Donc oui, le réanimateur doit être et la réanimatrice doit être un bon et une bonne communicante. En fait, il y a un certain concept et c'est une véritable science qu'on appelle le journalisme médical. Dans la formation des jeunes médecins, des jeunes résidents, est-ce qu'on pourrait intégrer ce genre de formation en communication dans la formation et dans le cursus de tout médecin, jeune médecin? Vous trouvez ça plausible, possible, indiqué? Alors, est-ce que c'est obligatoire? Je ne pense pas, mais je pense que si le souhait en tout cas, effectivement, si on veut parler de notre métier, de notre discipline, si on a besoin effectivement de communiquer, il y en a certains qui ont ce profil, peut-être vous, exactement. Et à ce moment-là, il faut probablement pouvoir offrir à ces jeunes-là la possibilité de s'améliorer en communication voilà, à donner. Mais peut-être pas le généraliser dans la formation de tout le monde, en sachant que, comme je vous ai parlé tout à l'heure, de différents types de communication. Par contre, la communication avec les familles, et même la communication avec les patrons, ce sont des choses qu'on peut apprendre et qu'on peut même intégrer dans notre cursus de formation. Et la communication avec les familles, nous, on l'a intégré dans la formation des internes de réanimation sous forme de simulation, par exemple. Et la communication avec les administratifs et tout ça, on peut faire des diplômes en parallèle de management, de coaching, qu'on peut avoir la communication non violente, notamment, dans un service pour éviter et prévenir les conflits. Tout ça, effectivement, c'est des choses qui sont importantes et je pense qu'on peut les inclure dans un parcours de jeunes réanimateurs et réanimatrices. Pour finir sur une très belle note, Radio Réanimation, c'est une petite initiative qu'on fait déjà en Tunisie pour en fait fusionner les deux mondes, le monde de l'expertise médicale, de la réanimation médicale et le monde du journalisme, de l'information, de la diffusion, de l'expression. Cette petite initiation, cette petite introduction, fusion entre deux mondes dans une même radio réanimation, vous approuvez? Oui, avec un grand oui. Merci beaucoup, professeur. Merci. C'est toujours un plaisir d'être près de vous, de s'enrichir de cette discussion.
On est tellement fiers et honorés d'être à côté de vous. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Donc, la rapidité des esprits scientifiques rattrapera toujours l'imagination des artistes, disait Platon. Artistes, scientifiques, médecins, chercheurs, châteaux ambulants de la réanimation tunisienne, restez branchés.